Ah les amis, bonjour. Quel bonheur d'être sous un soleil printanier, ici même à Beaune, au cœur du vignoble bourguignon, pour une cuisine de saison avec Mourad Hadouche, le chef, qui nous prépare un navarin d'agneau de lait aux légumes printaniers. C'est pas beau ça? C'est une merveille. Nos chroniqueuses sont déjà sur le terrain, à commencer par Elena, qui se trouve à quelques mètres d'ici, au cœur de l'Hôtel-Dieu, ici même à Beaune. Hôtel-Dieu mieux connu sous le nom d'Hospice de Beaune. Bonjour Elena. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Nous allons effectivement découvrir ensemble une des splendeurs de Beaune, son Hôtel-Dieu, qui est très connu bien sûr pour son toit et ses tuiles vernissées, une pure merveille, mais aussi pour son histoire et sa vocation charitable qui dure toujours. À tout à l'heure. Merci Elena, à tout de suite. De son côté, Hélène Gâteau se trouve dans le vignoble. Il faut dire qu'on est entouré de vignobles ici à Beaune. Elle va nous parler du travail de la terre, avec des animaux bien sûr. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors oui, il n'est pas rare quand on vient se balader ici dans la région de voir les viticulteurs travailler dans les vignes non pas avec un tracteur mais avec un cheval de trait. Et pas n'importe lequel, le cheval de trait auxois, un cheval bien du coin. Et bien ici, ce retour du cheval de trait dans les vignes, on le doit à un homme, il s'appelle Abel et je vous propose que nous le rencontrions aujourd'hui. À tout de suite. Merci Hélène, à tout de suite. Notre invitée de l'émission ce matin, c'est Ludivine Griveaux. Elle est bourguignonne et c'est la première régisseuse des Hospices de Beaune. Son palais se trouve à quelques mètres d'ici. Elle nous en parlera dans l'émission. Alors, Arnaud Lefebvre, notre camarade de France 3 Bourgogne, il connaît aussi bien le vignoble et la région Bourgogne. Il nous en parle également. Bienvenue à Beaune, Beaune sur la côte d'Or, bien sûr, nom du département où nous nous trouvons. Troisième département le plus peuplé de la Bourgogne-Franche-Comté. Son chef-lieu, c'est Dijon, à 45 km d'ici. Alors, la Côte d'Or aurait pu logiquement s'appeler Seine et Saône ou Haute-Seine, puisque la Seine prend sa source en Côte d'Or. Mais la poésie l'a emporté sur la géographie. L'or, c'est à la fois la couleur des vignes en automne. Les vignes des grandes appellations sont en majorité situées à l'est, donc à l'Orient. La Côte d'Or, c'est donc la Côte d'Orient. Les parcelles du vignoble sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Côte d'Or se parcourt à l'ouest du Morvan jusqu'au Val de Saône à l'est, du nord au sud du futur parc national des forêts de Champagne et Bourgogne jusqu'à la route des Grands Crus. Et puis d'une côte à l'autre, c'est un côte dorien. Stéphane Liégeard, avocat et poète qui était habitué à résider à Cannes, qui a créé l'appellation Côte d'Azur. Vincent, c'était sa façon à lui de décrire la côte méditerranéenne. À l'époque, on ne parlait pas encore de Côte d'Azur, on parlait juste de la Riviera française. La Riviera française, oui absolument. Ça va Arnaud? Salut Vincent. Bien, bien. Bonjour chef, Bonjour Mourad à vous. Hadouche qui est avec nous. Bonjour Enchanté. Mourad. Bienvenue à Midi en France, bienvenue chez vous, bien entendu, pour cette émission très bourguignonne, vous l'avez compris, puisqu'on est à Beaune, et en plus printanière. Le soleil est un peu joueur aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai remis ma veste, mais on a une recette qui vraiment apporte le printemps dans l'assiette. Absolument. Navarin d'agneau avec des petits légumes printaniers. Qu'est-ce qu'on a comme légumes printaniers? Alors en tout premier, le navet, parce que c'est celui qui fait figure du nom du Navarin, puisque c'est Eh tiré oui, de là. ça vient du nom du navet. Voilà. Ensuite, on a des petits choux-fleurs de printemps colorés, pourpre et jaune, du radis pastèque, des carottes, des asperges, puisque c'est la pleine saison, le petit pois, ainsi que la branche de céleri, très, très obligatoire pour parfumer. Alors moi, j'ai mis une petite pointe d'ail noir. C'est un ail qui est légèrement fermenté, un petit peu acide, parce qu'il faut mettre un petit peu L'ail à d'acidité dans le plat. Maurice, c'est ail japonais. Voilà. Et on est en pleine saison, l'ail des ours. Merci chef, on revient dans un instant à la recette. Le temps d'aller retrouver Elena Morna, notre spécialiste du tourisme, qui est juste à côté de nous, dans la cour des Hospices de Beaune, de cet Hôtel-Dieu. Un bâtiment absolument magnifiquement préservé, Elena. Effectivement Vincent, c'est absolument somptueux. Regardez, admirez ces toits qui se dressent vers le ciel, ces tuiles vernissées aux couleurs chatoyantes qui se jouent du soleil et puis tout simplement cette façade d'inspiration gothique. Nous sommes ici en fait l'Hôtel-Dieu, une institution charitable. Bonjour Bruno. Bonjour Elena. Qui est le fondateur de cet Hôtel-Dieu en 1443 ? Eh bien c'est un couple, Guigone de Salins et Nicolas Rollin, qui était le chancelier du duc de Bourgogne. Nous sommes ici sur un emplacement important, au bord d'une rivière qui est aujourd'hui canalisée, mais ça n'était pas un détail cette rivière. Oui, il était important que les hôpitaux soient bâtis en bordure de rivière pour permettre l'évacuation des déchets. Et alors cette tuile vernissée, est-ce que c'est de l'architecture locale ? C'est une production locale en effet, mais qui était répandue sur le territoire du Royaume de France et le duché de Bourgogne. Et le duché de Bourgogne allait jusque dans les Flandres. Vous voulez dire que c'est flamand ? Pas forcément.
Pas forcément. C'était aussi une production tout à fait locale, mais de qualité. Est-ce qu'il est question ici de montrer sa puissance? Parce que quand on voit ces toits qui se dressent vers le ciel, ces couleurs pour être vues de loin, c'est un matériau où il était question de dire voilà, je suis le plus fort? Le plus fort était en fait l'ardoise, puisque c'est un matériau d'importation et qui était très coûteux à mettre en œuvre. Et ensuite, en second, venaient les tuiles vernissées. Alors, on disait que c'était une institution charitable. Aujourd'hui, ça n'est plus un hôpital, mais la vocation charitable est restée. Elle est restée au niveau des hospices de Beaune, puisque c'est encore l'hôpital qui est propriétaire de l'Hôtel-Dieu. Et puis, les revenus du domaine viticole et du musée permettent les investissements hospitaliers. Notamment la vente aux enchères qui a lieu ici tous les 3e week-ends de novembre. En tous les cas, à vous de venir visiter, de venir admirer cet Hôtel-Dieu qui est un des rares témoignages de l'architecture civile du Moyen-Âge. Merci beaucoup Elena, qu'on retrouve dans 5 minutes. Alors elle s'occupe des vieilles pierres, mais nous on va s'occuper de vieilles vignes, parce que vous avez forcément entendu parler des hospices de Beaune, des ventes des hospices de Beaune. Et nous recevons aujourd'hui comme invité Ludivine Griveau, qui est la régisseuse de ces hospices de Beaune, qui se trouve juste derrière nous. Alors Ludivine, bonjour, Bonjour. bienvenue. Merci. J'ai plein de questions à vous poser. On va commencer, Oui. on verra. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est être régisseur ou régisseuse d'un domaine comme les hospices de Beaune? C'est quoi ce métier? Alors, c'est plusieurs métiers en un. Le premier, c'est bien sûr de gérer la partie viticole, donc tout l'aspect vigne, D'accord. de conduire les vignes, d'élaborer les vins. C'est la deuxième D'accord. casquette, parce que j'ai une formation d'œnologue. Et puis ensuite, de porter les vins, la vente aux enchères, cette vente de charité à travers le monde. Alors combien d'hectares de vignes au domaine? Alors, le domaine se compose de 60 hectares. D'accord. La répartition, c'est 50 hectares de pinot noir et environ 10 hectares de chardonnay, qui sont les 2 cépages principaux de la Bourgogne. De la Bourgogne, bien sûr. Et vous vendez toute cette production à travers les fameuses ventes des hospices de Beaune. Absolument. Chaque 3e dimanche de novembre, depuis 157 ans, nous mettons en vente toute la production du domaine. Donc, l'échelle de la vente, c'est la pièce bourguignonne de 228 litres. 228, hein, c'est Voilà, ça c'est ça. Donc si on veut acheter Donc, il faut vous regrouper ou il faut avoir très soif. Oui, voilà, il faut être plusieurs hein, Voilà, quand même, et en général. cette vente, voilà, elle est assez, elle est unique au monde. Un hôpital vigneron, c'est de toute façon très atypique, et de commercialiser sa production l'année même, ça fait aussi partie de la particularité de l'établissement. Voilà, cet amour des vins de cette région. Et la cuisine qui l'accompagne avec Mourad. Alors, là, vous êtes en train de commencer à travailler nos petits gigolettes, petites gigolettes, hein, parce qu'elles sont vraiment... Gigolette, c'est un agneau qui a tout juste 4 semaines. Donc, on désosse, la chair est bien blanche et ça cuit très rapidement. Hein. Alors ça, c'est le gigot. Maintenant, il y a aussi une partie que l'on va mettre, c'est l'épaule, parce que c'est une pièce qui va demander beaucoup de cuisson et qui va ramener beaucoup de goût, parce qu'on a besoin de faire un petit bouillon. Et ça va amener, avec les légumes, et ben voilà, beaucoup de saveurs. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait la cuisine, c'est avec du goût. Donc ces morceaux-là, on va les mettre à colorer. Alors, huile d'olive? De l'huile d'olive parce qu'elle va supporter la cuisson et en même temps elle est assez fruitée, c'est ce qu'on a besoin de donner. Non mais ça va bien avec l'agneau. Hein. Là on met notre petit agneau. Voilà, on met les morceaux dans l'huile bien chaude. Voilà, rapidement. On va colorer, on va marquer. Oui, c'est... dans le sens du vent, c'est Griveau, parfait. elle est Oui, mais moi, aux c'est mon premières métier loges. de sentir. Alors, du coup, j'imprègne ma mémoire olfactive, là. Voilà, on va le faire un petit peu bronzer. Génial. On va revenir à la recette tout de suite. On va retrouver Hélène Gâteau dans les vignes à quelques kilomètres de Beaune, qui va nous parler d'un cheval de trait bourguignon, le trait auxois. Oui Vincent, alors savez-vous qu'en France, la première utilisation du cheval de trait, eh bien c'est justement dans les vignes, avant le débardage et avant le loisir. Alors je suis avec Abel qui est éleveur de chevaux de trait et formateur en traction animale. Vous êtes en train de faire quoi là Abel? Je suis en train de griffer, de désherber mécaniquement la vigne, Plutôt que d'utiliser des produits chimiques. plutôt que d'utiliser des produits chimiques. J'ai le sentiment, mais dites-moi si je me trompe, qu'on assiste de nos jours à un retour du cheval de trait dans les vignes. Ah oui, c'est complètement un retour. En 25 ans, il n'y avait plus un cheval qui travaillait il y a 25 ans. Aujourd'hui, il y a des centaines de chevaux de trait qui travaillent dans tous les vignobles français. Et en 1992, c'est vous justement qui avez remis le cheval de trait dans les vignes. Mais finalement, pourquoi ? C'est dû à la mécanisation des tracteurs trop lourds qui tassent le sol
Et quand il n'y a plus d'air, plus d'eau dans le sol ne vit plus. Alors montrez-moi là justement un sol d'une vigne travaillée avec le cheval. Là, je viens de travailler. Vous voyez que la structure du sol est très meuble. Et, parce que là, c'est une vigne qui est faite en biologique. Hein. Oui. Donc, on travaille régulièrement avec le cheval dans cette vigne-là. Donc, on a une structure de sol et le sol sent bon. Parce que alors, ah oui, ça sent la vie en fait. Hein. ça sent la vie. Et là, il y a une vraie vie, une vie microbienne qui existe et qui permet à la vigne de se développer naturellement sans avoir d'apport d'engrais chimiques. Et ça, c'est en évitant de tasser justement le sol. Alors, on va regarder votre jument, on va continuer à avancer en regardant votre jument de très auxois travailler. Je vous laisse avancer avec nous, Abel, puisqu'on parle de vie, mais finalement, le retour du cheval de trait dans les vignes, ça permet de redonner vie à cette race de cheval de trait. Ben, complètement, c'est des races qui étaient en voie de disparition et qui, par le travail, permettent de les garder avec une valeur économique. C'est ça. Et donc aujourd'hui, ici, on a à peu près une cinquantaine de chevaux de trait qui ont été remis dans les vignes de trait auxois grâce à vous. Oui, en Bourgogne, puis pas qu'en Bourgogne, hein, il y a des chevaux de trait auxois qui travaillent un peu dans les vignobles, tous les vignobles en France, mais la majeure partie travaillent quand même dans le vignoble bourguignon. Et bien voilà, et en plus, le cheval de trait auxois tel que qui est ici, je vous laisse avancer avec nous, Abel, eh bien c'est un cheval qui au départ est très adapté à l'utilisation dans les vignes. Merci beaucoup Hélène, à tout à l'heure. Arnaud, il n'y a pas que dans les vignes qu'on utilise des chevaux en Bourgogne. Hein. Non, c'est vrai que les brigades équestres font également leur retour. C'est le cas près de Dijon, à la base de loisirs d'Arc-sur-Tille depuis 8 ans maintenant. Et puis je vais vous emmener même en ville, puisque à Mâcon, ça fait 6 ans maintenant que les chevaux ont aussi fait leur retour avec la police municipale. Il y a plusieurs avantages à cela. D'abord, la curiosité des habitants. Ça favorise le contact avec la police, avec les forces de l'ordre. Le cheval permet là aussi d'accéder à des lieux où on n'irait pas en voiture, comme par exemple des espaces verts ou encore les voies cyclables. Il y en a beaucoup en Bourgogne. Et puis, vue de cheval, vue d'en haut, c'est la bonne hauteur pour surveiller tout ce qui se passe dans une ville. Alors, face au succès de cette initiative, la ville de Mâcon a d'ailleurs décidé d'acheter ses propres chevaux. En hiver, ils sont au centre équestre et participent à des cours d'équitation. Et ils sillonnent les rues de Mâcon à la belle saison, en général plutôt entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Oui, c'est pas plus désagréable à ce moment-là, effectivement, plutôt qu'en janvier et en février. Bien entendu, bientôt le cheval de Bourgogne, plus célèbre que l'escargot de Bourgogne. Enfin, ça mettra quand même du temps encore. Hein. Allez, on va retourner à la recette parce que je vois que Mourad est en train de parsemer de petits légumes printaniers ces morceaux d'agneau. Voilà, une petite composition. Donc au fur et à mesure, une fois que la viande est quasiment cuite, montrer à Arnaud. il faut partager. T'es content là? Il faut partager. C'est beau ça, hein, un jardinet dans la casserole. Hein, c'est vraiment ça. Alors on s'amuse, hein, on fait comme on veut. Il n'y a pas d'interdit en cuisine. Le tout, c'est de faire à sa façon et pour les gens que l'on aime. Voilà. Et puis en cuisine, tout est une question de proportion. Hein, c'est pas une question d'alliance. Tout peut se marier à condition que, voilà, on respecte certaines proportions. Beaucoup d'amour en tout cas. Et là, les Donc, petites les petites fèves. fèves. Alors tous les légumes, on les lave avant, bien sûr, et ensuite on parsème au fur et à mesure. Donc là, je rassemble tout quasiment, et au fur et à mesure, j'ai un bouillon qui est en train de monter en température. Et là, qu'est-ce que c'est ce bouillon? C'est un bouillon en fait que j'ai fait avec tout simplement la carcasse, l'os de l'agneau que j'ai coloré et j'ai mis à mijoter. Alors de temps en temps, je mets aussi quelques épluchures parce que c'est là où il y a le plus de goût. Et je laisse aussi mes peaux dans les légumes. Et là, j'ai les petits artichauts. Donc que je vais mettre aussi. C'est avec des artichauts, ça? C'est des tout petits. On appelle ça des œilletons. Regarde ça. Voilà. C'est des moi, œilletons. les mains très fines, on se rend compte hein, que c'est petit. Cette saison, hein, c'est très court, au fur et à mesure, mais voilà. Et c'est ce qui nous permet de composer. Donc là, j'ai tous mes légumes, ils vont cuire en 10 minutes à peine. Je monte la température, j'ai le bouillon, je vais déglacer, je fais mijoter et je vais lier à la fin avec un petit écrasé d'ail des ours que je vais faire en pistou. C'est une petite astuce. Qu'est-ce que c'est merveilleux d'être à Beaune. Hein. Ça donne envie rien que d'être là dans les parfums de la cuisine. Et on va parler avec Arnaud de l'hôtel de ville qui est un bel édifice ici à Beaune aussi. Exactement, on va regarder cette magnifique façade. Quand on la regarde avec ses arches et sa cour intérieure, on se dit tiens, ça ressemble à un bâtiment religieux et c'est tout à fait normal puisque l'actuelle mairie c'était avant le couvent des Ursulines chargé de l'instruction des
des jeunes filles, des riches familles, des bonnes familles. Ça, c'est à partir du XVIIe siècle. Après la Révolution, l'ancien monastère est devenu l'hôtel de ville. Il a été remanié au XIXe, notamment après un incendie d'une partie du toit. Il a aussi été ouvert pour que la rue soit vraiment favorable à l'accès des citoyens. Beaune, c'est vrai, possède un très riche patrimoine à l'intérieur de son enceinte, un patrimoine religieux en plein cœur de ville avec une vingtaine d'ordres différents qui étaient installés. Alors certains de ces bâtiments abritent aujourd'hui la bibliothèque ou encore l'école de musique, et puis d'autres appartiennent désormais à des maisons de négoce de vin, puisque ces bâtiments se prêtent tout à fait bien à la conservation du vin. Le Divine ne va pas dire le contraire, j'imagine. Je confirme, absolument, les caves souvent qui sont sous ces bâtiments sont absolument parfaites, tant en termes de température, de luminosité et puis d'humidité. Donc on a beaucoup de chance, beaucoup de chance. Merci beaucoup Ludivine, qui est la régisseuse des Hospices de Beaune. Alors on va retrouver justement Elena dans ces hospices, dans une salle qui était réservée jadis aux nécessiteux. Alors c'est ce que nous allons voir avec Elena. Je suis Vincent, effectivement, dans cette belle et surtout grande salle des pauvres. C'est comme ça qu'on appelle la salle de l'hôpital, qui était réservée aux plus nécessiteux, où les sœurs venaient y soigner les malades à partir de 1452. Et ça a duré comme ça pendant 5 siècles, jusqu'en 1955. On en parle justement avec Annie. Bonjour Annie. Bonjour Elena. 1955, cette salle des pauvres est fermée alors que l'hôpital continue de fonctionner jusqu'en 1971. Pourquoi on a fermé cette salle? Parce qu'elle était très difficile à chauffer. Déjà au Moyen-Âge, l'eau gelait et on mettait 2 malades par lit pour qu'ils se tiennent chaud. Et quand on a réussi à chauffer, au XXe siècle, on ne dépassait pas les 14 degrés. C'est pas chaud quand même. Alors, je parlais d'une très belle salle. J'ai envie qu'on parle absolument de cette charpente tout en chêne. Tout en chêne. Le chêne venait des forêts du duc Philippe le Bon. Et il a fallu 300 chênes de 150 ans d'âge pour tailler des poutres d'un seul tenant de 16 mètres de long. Des poutres magnifiques, polychromes, qui sont crachées par des drôles de personnages. Voilà ce qu'on appelle des engoulants. Et dans le bestiaire médiéval, ils allaient combattre la maladie, cracher le mal. Oh, ça c'est chouette. Et alors on a aussi quelques personnages, des bourgeois d'ici, c'est ça? Des bourgeois qui ont été sculptés dans les blochets de la charpente, et l'animal qui leur est associé correspondait à leur principal défaut ou leur principale qualité. On en a parlé, le fondateur de cet hôpital, c'est Nicolas Rollin. On peut d'ailleurs retrouver son monogramme ici au sol ou encore sur les vitraux, et une inscription particulière, le mot « seul ». Qu'est-ce qu'il signifie? Voilà, la coutume du temps de l'ordre de la Toison d'Or était de choisir une devise galante pour son épouse. Et Nicolas Rollin disait « Vous êtes ma seule étoile ». Ah, eh bien vous en avez peut-être 3 étoiles, Vincent. Hélène, Nathalie et moi, il va falloir choisir. J'ai bien envie d'être la seule, moi aussi. Oh là 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 là, mais moi je me garderais bien de choisir entre vous 3, mesdames, bien entendu. Vous êtes mes... Ah tiens, je choisis Ludivine, merci, qui est avec nous. Gentil. Ludivine, puisque vous êtes le régisseur de ce domaine, vous le connaissez par cœur. Cette salle des pauvres, c'est certainement à part la cave, bien entendu, la salle qui est la plus belle, non? C'est incontestablement la plus belle, la plus chargée d'histoire aussi, comme on vient de le voir. Donc, parce qu'on le voit bien, l'histoire elle est présente partout, dans les hospices de Beaune, mais aussi dans la ville, dans la ville de Beaune. Partout, oui. Ça jaillit de partout. Bon, j'aimerais qu'on évoque un autre patrimoine religieux, Arnaud. L'abbaye de Cluny, évidemment. Écoute, oui. Quand même, ça a été tellement important, cette abbaye de Cluny en Bourgogne. Il faut se resituer dans l'histoire. Effectivement, c'était la plus grande abbaye chrétienne jusqu'à la Révolution, dont dépendaient 1400 monastères et 10 000 moines un peu partout en Europe. Des abbés très connus l'ont dirigé. On peut citer Richelieu ou Mazarin. Et lors de la visite, un film en 3 dimensions permet justement de se rendre compte de l'importance de l'église, dont il ne reste qu'une partie déjà très impressionnante. Alors, Cluny n'a pas encore livré tous ses secrets. En fin d'année dernière, des fouilles ont permis de découvrir 2000 pièces d'or et d'argent, des dinars en provenance sans doute d'un monastère, alors espagnol ou marocain au Moyen-Âge, on ne sait pas trop. Elles avaient sans doute été cachées par un religieux à l'époque. Et puis, comme tout nous ramène à la cuisine, le Moyen-Âge, c'est l'époque où se développe l'utilisation des épices, gingembre, girofle, poivre, noix de muscade, safran, auxquelles on prêtait des vertus
aphrodisiaque, si bien que l'abbé de l'époque, Pierre le Vous Vénérable, avez interdit. va interdire aux religieux de Évidemment. Cluny de voyons. consommer des épices. Bien entendu, Ludivine. Alors, il faut le dire, parce qu'on a besoin de replacer ça dans le contexte historique. Ce sont les moines qui sont les réels inventeurs du vin de Bourgogne. Absolument, ce sont même eux qui ont aussi décortiqué tous nos sols, tous nos terroirs, année après année. Et ce sont voilà aussi c'est aussi une histoire qui ne peut pas ne pas être Bien évoquée. sûr. Moi, je crois que c'est surtout dans les tables, dans les restaurants de Beaune, dans des restaurants étoilés qu'on trouve les plus beaux vins de la région, avec modération bien entendu, puisque Mourad continue la recette de ce Navarin. Voilà, donc qui mijote, on est quasiment à la fin maintenant. Et pour agrémenter juste un petit soupçon de fraîcheur avec l'ail des ours, donc qui est d'actualité, je vais légèrement l'écraser pour qu'il donne un petit peu plus Rendre de son saveur. jus, en quelque sorte. Un petit peu d'eau. Juste Simplement. pour jouer un petit peu l'osmose et que ça puisse se dégager et monter au fur et à mesure. Quelques pignons de cèdre. Alors C'est un pesto, en fait. C'est un Voilà. pesto... Exactement. Et un petit peu d'huile d'olive. Pesto Et de ensuite, printemps. on va écraser ça tout doucement, de façon à libérer tout le goût avec les pignons de cèdre qui sont très goûteux. Et ça, au fur et à mesure, et ben voilà. Le pesto est prêt, apparemment. Oui. On le rajoute donc dans le Navarin. Dans le Navarin, en tout dernier, et ça va lier notre jus. Oh là 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 là, quelle merveille. Allez, pendant qu'on est en train d'assister à la liaison de la sauce avec le pesto à l'ail des ours, on va retrouver Hélène Gâteau, notre vétérinaire. Alors, elle est toujours dans les vignes, à côté de Beaune, à quelques kilomètres, et elle assiste à une formation du personnel qui utilise le cheval de trait dans les vignes. Et c'est unique au monde. Oui Vincent, alors autour de moi il y a surtout 2 experts en traction animale, Quille, la jument, et puis Abel, notre éleveur de chevaux de trait auxois, et puis Clotilde qui est justement en apprentissage, en formation de traction animale au lycée viticole de Beaune où vous enseignez. Abel, en quoi ça consiste justement cette formation? C'est une formation théorique au niveau agronomique et connaissance du cheval et une formation pratique pour exécuter les différents labours qu'on doit exécuter dans la vigne pour l'entretien de la vigne. Alors là justement Clotilde tient la charrue, vous tenez les guides, vous allez parfois vous former des étudiants du monde entier je crois. Oui, j'ai formé des gens d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Amérique, du Japon, des pays de l'Est aussi. Donc voilà, oui, j'ai une panoplie de gens un peu du monde entier. Un savoir-faire français reconnu. Dites pour l'instant, Clotilde, elle n'a que la charrue et vous les guides, quand est-ce que vous allez lui Je vais donner? lui donner parce qu'elle a déjà pratiqué un tout petit peu, donc il faut maintenant qu'elle maîtrise la charrue et le menage du cheval. La pauvre, on va la laisser faire ça devant nous, sous les yeux de son professeur et les yeux de la caméra de Midi en France. C'est important pour vous de transmettre justement. Mais bien sûr, il faut transmettre son savoir-faire. C'est des savoir-faire qui étaient perdus et qu'on a remis en route. Et moi, il faut que je leur transmette. Derrière moi, si je ne le transmets pas, c'est perdu. Alors je vais aller retrouver tout de suite Clotilde. Clotilde, attendez-moi, j'arrive. Clotilde, venez avec moi. Clotilde, pourquoi vous avez fait le choix, vous justement, de vous mettre à la traction animale? Parce que j'ai toujours été passionnée par les chevaux. Ça a été une grande partie de mon enfance et de mon adolescence, l'équitation. Et du coup, j'ai toujours rêvé d'avoir un petit cheval dans mes vignes. Mon père n'a pas pu le faire parce qu'il n'avait pas la formation ni les connaissances. Mais là, c'est vrai que grâce au CFA et à Abel, on a une super formation de traction équine. Puis en plus, c'est vrai que comme mon arrière-grand-père et mon grand-père le pratiquaient, c'est très très chouette. C'est pas du folklore pour vous alors? Non, c'est parce que j'ai vraiment non seulement l'envie, c'est pas pour faire comme les voisins, car c'est devenu très à la mode, mais c'est par envie. En plus, nous on est en biodynamie, donc. Et puis avec le cheval de trait auxois. Et voilà, en plus on reste bourguignon, donc ça c'est top. Merci Abel. Merci à vous en tout cas de continuer à faire cette pratique qui est importante à voir aussi ici dans les vignes du Bourguignon. Merci beaucoup Hélène. Dans les vapeurs de ce petit Navarin printanier de Mourad Hadouche, on va pouvoir... Ah voilà, un beau morceau d'agneau de lait. C'est marrant parce que j'ai l'impression que Ludivine Griveaux, notre régisseuse des Hospices de Beaune, elle a l'œil fixé sur le Navarin. Du genre, on va pas me le piquer celui-là. C'est ça, c'est presque une déformation professionnelle, c'est pour voir, goûter, sentir, vous comprenez? Oui, c'est uniquement organoleptique. Ah, tout à fait. Rien à voir avec le plaisir, le bonheur. Limite de la gourmandise. Mais Voilà, limite. Il y a de la couleur, ça se Ah non, mais c'est compose. splendide. On dirait la couverture d'un livre de cuisine, cette casserole. Oh là 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 Voilà là la là. première assiette. Ben, je la garderai bien pour moi, mais... Non, Vincent. en fait, on n'ose pas le toucher, c'est vrai. Ah non, c'est trop beau, Très, franchement. très beau. Ludivine, c'est C'est splendide. superbe. Voilà, alors vous allez
donnez votre micro voilà, à Arnaud qui va le tenir. À moi l'honneur, Comme ça, vous alors. allez pouvoir goûter. Moi je sais pas, l'épaule d'agneau, là. Elle me fait de l'œil. Filoché. J'ai l'impression qu'elle me fait un petit peu du... Elle vous fait du coude, hein, parce que Bah c'est l'épaule. Oui, c'est ça. Très bon. Allez, j'y vais. C'est plutôt long en bouche. Il faut que vous nous parliez de ça exactement avec les termes choisis que vous utilisez lorsque vous dégustez du vin. Alors c'est assez similaire en effet. On a déjà on parle de la vue. On observe toujours la robe d'un vin, la couleur. Et là, je crois qu'au niveau couleur, on est vraiment servi. C'est une palette incroyable. Un arc-en-ciel, Un arc-en-ciel, pratiquement printanier. absolument. Ensuite, on s'occupe de l'odorat. C'est ce qu'on a quand même. On a eu les effluves tout au long de l'émission, donc on est vraiment sur des saveurs à la fois très fraîches de tous ces légumes qui ont cuit, et puis une belle harmonie. Oh, mais il faut vous avoir tous les jours hein, dans l'émission allez, pour décrire cap les ou pas plats. cap Ah, ben, on aimerait bien. Hein. Merci Ludivine Griveaux Merci d'être à vous, venue nous Vincent. voir. Merci. Ludivine, régisseuse des hospices de Beaune qui sont juste derrière nous. Merci chef Mourad Merci Adouche à d'être vous. venu nous voir avec ce bon marin. Merci Arnaud pour cette Merci, belle Vincent. visite de la Bourgogne. Merci, Arnaud. Bon, chez vous, j'ai peur qu'on vous ait donné sacrément envie. Bon appétit chez vous, surtout si vous avez un peu de talent. Ça fera pas de mal. On espère. Allez, à bientôt.